Merci de m'écouter, je suis un usurpateur, je ne suis pas historien. Je suis qu'un journaliste, effectivement. Donc j'ai essayé de répondre à la question qui m'a été posée. Oh là là, le piège que j'ai entendu tout à l'heure se refermer. Merci beaucoup. Bon, on essaie de s'en sortir. Tiens, je ne vais pas commencer par la chanson, je vais commencer par la chanson. Nous allons monter en 1954, le 7 mai 54. Le chanteur, Marcel, j'ai oublié son prénom, Marcel Mouloudji. Marcel Mouloudji interprète sur scène la chanson de Boris Vian, Le Déserteur. C'était le jour de la défaite de Dien Bien Phu, il ne le savait pas, il l'a appris le lendemain, on n'avait pas d'informations en continu, comme on ça ne va pas l'empêcher, une semaine après, d'enregistrer la version de cette chanson. Il y a une petite querelle, mais on s'en fiche, version pacifiste ou pas. Vous savez, demain, je serai sans armes, ou je serai armé, je tirerai, ou je serai sans armes, vous pourrez tirer. Peu importe, c'est cette version-là qu'il enregistre, 78 tours, Philips. Évidemment, à cette époque-là, il est très important que les disques, comme aujourd'hui d'ailleurs, soient diffusés par la radio. Aussitôt, le comité d'écoute radiophonique interdit sa diffusion. De toute façon, le texte avait déjà été interdit avant. Boris Vian, qui l'avait composé quelques semaines avant, le savait. De fait, la chanson va être interdite partout, et le maire de Dinard, Yves Vernet, un radical indépendant, c'est-à-dire centre-droit, dirait-on aujourd'hui, envoie des manifestants pour perturber la tournée du chanteur. Ça nous dit quelque chose, on a l'impression d'être en 2024. Nous sommes en 2024. À l'époque, c'est la fin de la guerre d'Indochine, et nous sommes à la veille de la guerre d'indépendance en Algérie. Le comité révolutionnaire d'unité et d'action, le CRUA, qui va donner lieu ensuite au FLN, vient de se constituer. C'était en mars 1954. Et nous sommes à moins de 6 mois de la Toussaint qui marque l'entrée en action des patriotes algériens contre le colonialisme français. On pourrait dire que la situation de guerre à cette époque, on ne disait pas que c'était une guerre pour ce qui concerne l'Algérie. Pour l'Indochine, oui, mais là on parle de l'Algérie. On pourrait dire que la situation de guerre pourrait expliquer des mesures de censure, on a toujours ça. Sauf que, parce qu'il s'agit bien de censure, il s'agit bien de censure, c'est-à-dire une entrave à la liberté d'expression. Mais, bien des décennies plus tard, une autre chanteuse, ça n'a rien à voir, vous allez voir, Véronique Sanson, ça vous dit quelque chose de Véronique Sanson? Véronique Sanson s'interdit de chanter sa chanson Allah, parce qu'une fatwa pèse sur elle, et elle se dit, ça ne vaut pas le coup de prendre des risques. Une fatwa, je n'ai pas la peine, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Voilà, donc nous sommes en pleine époque de la publication des versets sataniques de Salman Rushdie. Il s'est passé beaucoup de temps, mais vous voyez, nous sommes dans le domaine de la culture, et je prends donc deux exemples bien distincts, à quelques dizaines d'années d'intervalle. D'une part, une censure d'État, d'autre part, une censure, une autocensure, mais une censure quand même, parce que ça fait peur, hein, je comprends, une censure de nature théocratique et qui utilise l'arme du terrorisme. Alors, jusqu'à présent, vous avez remarqué, je n'ai pas évoqué une seule fois les journaux soit été censurés, soit prenaient le parti défendu par le pouvoir à l'époque. Et le pouvoir, ce n'était pas forcément une droite. En fait, je voulais, dès le début de cette intervention, je voulais préciser une chose. La liberté d'expression, c'est la possibilité d'exprimer ses opinions. Nos opinions, qui sont diverses. Nos différentes lectures du monde et de la société dans laquelle nous vivons. Et cela vaut pour tous les modes d'expression. Quand la censure frappe, elle frappe tous les genres d'expression. La culture, bien sûr, la presse, donc l'information mise au service de tous, mise au service de la démocratie, et puis l'ensemble des moyens de nous exprimer. Alors j'en viens au vif du sujet qui nous réunit ce soir. Quand nous évoquons la liberté de la presse, s'agit-il d'un pléonasme ou d'un oxymore? J'espère que ce n'est pas un oxymore. Un pléonasme, ben, c'est pas si évident. C'est pas si évident. Je dirais plutôt que la liberté de la presse est un combat. C'est une lutte de tous les instants. Rien n'est jamais définitivement acquis. Quand la liberté est conquise, parce que c'est ainsi qu'elle s'obtient, en la conquérant, elle s'obtient en la conquérant, quand la liberté est conquise, donc il nous faut veiller à la garder et à l'entretenir. Souvenez-vous, on ne trouve plus, mais je crois que c'était sous le titre du Canard enchaîné, la liberté de la presse ne s'use que lorsqu'on ne s'en sert pas. Alors,
comme je suis invité à m'exprimer ici devant vous, devant l'association des amis de Robespierre, je me fais une obligation, je le fais avec plaisir, de citer le discours qu'a prononcé le député Robespierre le 11 mai 1791. C'était devant la Société des Amis de la Constitution. Je ne vais pas vous citer tout le discours, quelques extraits que je prends surtout au début de son texte. Il commençait ainsi. Après la faculté de penser, celle de communiquer ses pensées à ses semblables est l'attribut le plus frappant qui distingue l'homme de la brute. Elle est tout à la fois le signe de la vocation immortelle de l'homme à l'état social, le lien, l'âme, l'instrument de la société, le moyen unique de la perfectionner, d'atteindre le degré de puissance, de lumière et de bonheur dont il est susceptible. Plus loin, dans son texte, dans sa conférence, là, il dit « La liberté de la presse ne peut être distinguée de la liberté de la parole. » C'est un peu ce que disait Alcide tout à l'heure. L'une et l'autre est sacrée comme la nature, elle est nécessaire comme la société même. Et Robespierre de s'interroger, par quelle facilité les lois se sont-elles donc presque partout appliquées à la violer? C'est que les lois étaient l'ouvrage des despotes et que la liberté de la presse est le plus redoutable fléau du despotisme. Il cite ensuite les États-Unis d'Amérique. Le droit de communiquer les pensées, je le cite, le droit de communiquer les pensées par la parole, par l'écriture ou par l'impression ne peut être gêné ni limité en aucune manière. Voilà les termes de la loi que les États-Unis d'Amérique ont fait sur la liberté de la presse, et j'avoue que je suis bien aise, c'est Robespierre qui parle, ça n'est pas moi, j'avoue que je suis bien aise de pouvoir présenter mon opinion sous de pareils auspices à ceux qui auraient été tentés de la trouver extraordinaire ou exagérée. Et encore, la liberté de la presse doit être entière et indéfinie. Entière et indéfinie. Ou alors, elle n'existe pas. Je ne vois que deux moyens de la modifier. L'un, d'en assujettir d'usage à de certaines restrictions et à de certaines formalités. L'autre, d'en réprimer l'abus par des lois pénales. L'un et l'autre de ces deux objets exigent la plus sérieuse attention. Fin de citation. Vous l'avez bien compris, nous avons là le texte d'un grand avocat défenseur de la liberté de la presse, nous en aurions besoin aujourd'hui. Il n'est pas naïf pour autant. Je ne vous ai pas rappelé ici que les premières lignes je ne vous ai rappelé plutôt, je ne vous ai cité que les premières lignes du discours, qui est relativement long, il a une petite trentaine de pages, mais il conclut en citant un décret de l'Assemblée nationale qui porte sur 3 points. Alors à l'époque, je ne sais pas si c'était prévu, si c'était déjà voté, ou si c'était une proposition. Ça porte sur 3 points. Alors, les 2 premiers points réaffirment la liberté d'expression et la liberté de la presse, et elle considère que ceux qui portent atteinte doivent être considérés comme des ennemis de la liberté. Ça rejoint ce qu'il disait tout à l'heure. Mais le 3e point précise que les particuliers qui auraient été calomniés pourront, là je cite à nouveau, pourront obtenir la réparation des dommages que cette calomnie leur aura causés par les moyens que l'Assemblée nationale indiquera. L'Assemblée nationale, c'est-à-dire le peuple, bien sûr. Voilà, alors s'agissant de la liberté d'expression et de la liberté de la presse en particulier, tout est déjà dit dans ce discours, à mon sens. Il y a les droits, il y a aussi les devoirs. Ça va se développer après, effectivement, mais il y a déjà, tout est dedans. Aujourd'hui, c'est la même chose, ils sont les mêmes. Concernant les journalistes, donc ces professionnels qui sont chargés non pas de fabriquer l'information, comme on le dit trop souvent, mais qui sont chargés de livrer l'information, d'aller la chercher là où elle est, de la comprendre, non pas de la transformer techniquement, c'est-à-dire de l'écrire, pour s'il s'agit de la presse écrite, ou de la mettre en image, pour s'il s'agit de la télévision, ou de tout ce qui est des supports vidéo, ou en son, pour ce qui concerne la radio. Le journaliste, de toute façon, il doit rapporter l'information de manière à ce qu'elle soit comprise par tous, pour que ce soit très, très abordable, même si c'est très difficile au départ. Lui, il doit comprendre, et il doit la diffuser sans la trahir.
Mais en aucun cas, le journaliste ne peut diffamer, c'est interdit, il ne peut pas mentir. Seule la vérité est révolutionnaire, je vous laisse deviner qui a dit ça. Le journaliste ne confond pas son rôle non plus avec celui de policier ou de juge. Et il respecte le secret des sources. Il y a plein d'autres choses, j'y reviendrai tout à l'heure si vous posez des questions. La charte des journalistes, qui remonte, la première charte des journalistes, elle remonte à 1918. Elle a été réécrite en 1970 et après il y a encore eu d'autres versions. J'ai eu l'occasion de rencontrer au Club de la Presse des Hauts-de-France, à Lille, à l'époque c'était encore le Nord-Pas-de-Calais, un certain Robert Ménard. Oh. L'ineffable. Ah, d'accord. Je l'avais appelé l'ineffable Bob, et depuis je l'appelle toujours l'ineffable Bob, qui avait dit cette charte est à jeter à la poubelle, elle n'a plus rien à voir avec l'actualité. Il était au bout de la table du Club de la Presse. Je ne suis pas violent, je suis resté calme, mais je ne vais pas vous faire le café après. Bon, il y a des droits, il y a des devoirs effectivement, mais toujours le journaliste doit rester dans le respect déontologique de la profession d'informer. Nous n'avons pas de code de déontologie comme l'ont les avocats ou les médecins, et c'est tant mieux. Par contre, il y a une structure, j'oublie son nom, ça me reviendra tout à l'heure, qui s'est constituée il y a quelques années et qui fait attention, qui peut être saisie par vous, par tout le monde, sur des dérives de l'information, et à ce moment-là, elle n'a pas de pouvoir réel, mais elle peut, un peu comme l'ARCOM, elle a moins de pouvoir que l'ARCOM. Elle peut mettre en exergue des exagérations ou des choses, des dérives par rapport justement à la déontologie. Alors du reste, la Déclaration des droits de l'homme du 20 août 1789, les articles 10 et 11, je voulais reciter, cette déclaration dispose que, ouvrez les guillemets, nul ne doit être inquiété pour ses opinions. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Voilà. Tout ça est fort logique, avec ce que je disais précédemment. La presse ne date pas de la Révolution française. Elle existe depuis longtemps. Il y avait des journaux, peut-être pas très diffusés, mais il y avait des journaux. Mais la Révolution va apporter ce plus essentiel, c'est la liberté de s'exprimer librement, donc d'informer sans crainte des pouvoirs, quels que soient les pouvoirs. Elle ouvre aussi ce qui me semble être une exception française, à savoir le développement de la presse d'opinion. Et ça, j'y tiens. Cette presse d'opinion qui est très en danger aujourd'hui, dont on dit qu'elle n'existe quasiment plus, qui est attaquée, sauf qu'elle existe encore, mais ce n'est plus forcément la même. On y reviendra peut-être tout à l'heure dans les questions. Qu'est-ce que c'est qu'une presse qui n'a pas d'opinion? Qu'est-ce que c'est qu'un journaliste qui n'aurait pas d'opinion, par exemple? Mais bon, le nombre de titres et de leur liberté de ton, je remonte à la Révolution, à cette époque donc, ce nombre est éloquent. La liberté de ton aussi. Robespierre sera défendre cette diversité et cette liberté, même s'il n'est pas d'accord. Mais tout ça, c'était il y a plus de 200 ans, c'était il y a 235 ans, 234, 235 ans. Depuis 1789, au moins 4 grandes dates sont à retenir pour la liberté de la presse. Je ne vais pas les développer, mais je les rappelle quand même simplement. La première, très importante, c'est la loi du 29 juillet 1881. On en a reparlé il n'y a pas très longtemps. Dans des circonstances un peu différentes, c'était cette proposition concernant le terrorisme. Autre texte, ils sont 3. Ce sont les ordonnances de 1944 sur la liberté de la presse, et notamment la dernière, celle du 26 août 1944. Là, je reviendrai un peu tout à l'heure. Troisième texte, la Déclaration universelle des droits de l'homme, du 10 décembre 1948. Et puis, l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950. 235 ans après le début de la Révolution française, nous constatons que la presse est classée, là je fais un bond aujourd'hui, au 24e rang mondial pour la liberté de la presse par l'association Reporters sans frontières. Les critères sont nombreux, sont déterminés, c'est la politique, l'économie, le social, je ne sais plus quoi encore. Mais le classement se fait essentiellement, en tout cas l'évolution de ce classement
se fait essentiellement sur le critère politique. C'est 24e, c'est ça, monsieur? 24e place. 24e rang. Cette année, les États généraux de la formation, qui ont été réunis sur une initiative du président de la République, Emmanuel Macron, viennent de rendre leur rapport après des mois de travail. La presse indépendante des grands groupes fait aussi des propositions. Des grands groupes. Je dis la presse indépendante, indépendante des grands groupes par rapport aux grands groupes, fait également ses propositions pour une autre presse, pour une autre façon de travailler, notamment en matière de gouvernance. Si les médecins sont au chevet de la presse, c'est que la presse ne va pas bien, ou plutôt la liberté de la presse n'est pas au mieux de sa forme. Les journalistes doivent donc se battre pour protéger le fondamental secret des sources. Ils doivent faire face aux pressions policières et politiques. Je parle de la France, il n'y a pas que la France, on est bien d'accord, mais j'ai essayé de limiter mon propos à la France. Mais évidemment, ce n'est pas mieux ailleurs, et on en parlera quand même un peu tout à l'heure. Et puis, les journalistes se sont battus contre cette loi sécurité il y a quelques années. Je crois que le ministre, c'était déjà Gérald Darmanin. La loi sécurité et le schéma, j'oublie le nom, le schéma qui imposait, il a été revu. Il imposait notamment aux journalistes, lors des manifestations, sociales ou autres, de se placer à un endroit bien précis, notamment derrière les policiers. Il ne peut pas te dire, ah bon? Pardon? Il ne peut pas se mettre derrière les policiers, quand même? Il ne peut pas se mettre derrière les policiers? Il fallait qu'ils prennent le parti des policiers, si vous voulez. Ah, d'accord, oui, ok, oui. Et physiquement. Oui. Parce que sinon... métaphore. Alors vous vous rappelez, il y a eu beaucoup de débats à l'époque sur les NAS, pendant les manifestations. La NAS, pour tout le monde. Ouais. On y va avec les petits joujoux lacrymogènes, ça fait mal. Et si les journalistes ne respectent pas ce qu'on leur demande, c'est-à-dire, allez du côté de la police, ce sont eux les bons, ce sont les méchants sur le bras, ben, tant pis, vous serez nassés comme les autres, vous recevrez ce qu'il faut dans les narines, et ensuite, on vous embarque, et vous êtes journaliste. Une raison de plus, on vous met en garde à vue. Alors, heureusement, ça a été plus ou moins abandonné, cette mesure. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas pratiqué. Voilà, donc il a fallu se battre contre tout ça. Il y a eu des manifestations gigantesques, c'était il y a 5 ans, je pense, à peu près. Et puis, il faut aussi que ces journalistes, il n'y a pas un journaliste type, mais bon, en général, les journalistes doivent aussi faire face à un phénomène de défiance qui vient du public, et on peut comprendre ce phénomène de défiance. Il y a les jeunes qui se méfient, mais pas seulement les jeunes, et ils doivent prendre en compte l'explosion des fausses informations, de la manipulation, de l'intelligence artificielle, des lois Bayon, etc., etc., et maintenant des nouveaux modes d'information, les blogs, les réseaux sociaux, l'intervention des influenceurs. Bref, c'est un monde qui devient extrêmement complexe, mais qui normalement est toujours soumis aux mêmes règles. Pas de diffamation, pas de mensonge, etc. Si l'on ajoute à cela le rôle prédominant des financiers, des grands patrons industriels, des concentrations de presse, des menaces sur les services publics de l'audiovisuel, du pied de nez qui a été fait aux ordonnances de 1944 et au Conseil national de la résistance, soit dit en passant, eh bien on constate à quel point notre système de presse est fragile. Je reviens un instant sur les premiers mots du discours de Robespierre en 1791. La liberté de la presse, disait-il, est tout à la fois le signe de la vocation immortelle de l'homme à l'état social, le lien, l'âme, l'instrument de la société, le moyen unique de la perfectionner, d'atteindre le degré de puissance, de lumière et de bonheur dont il est susceptible. Atteindre le degré de puissance, assurément. Prise ainsi, voilà qui ne déplaira pas au pouvoir qui vont se succéder ces 2 derniers siècles. Voilà qui ne va pas déplaire au pouvoir politique qui aujourd'hui se réfugie derrière le risque terroriste pour rogner sur les libertés. Et voilà surtout qui ne déplaira pas au pouvoir économique des grands groupes de presse et des milliardaires qui sont aujourd'hui à leur tête. Atteindre le degré de puissance, oui bien sûr. Mais ils oublient ces milliardaires, ils oublient les 2 autres degrés énoncés par Robespierre, les lumières et le bonheur. Ils ont vu le degré de puissance. Et ils le voient tout le temps. Et c'est de pire en pire. Ils s'en moquent en fait. Si nous nous penchons sur le dernier rapport de l'association RSF, Reporters sans frontières, publié en mars dernier,
Donc la France a gagné 3 places quand même par rapport à 2023, dans le classement mondial de la liberté de la presse. Génial. Après tout, nous sommes le pays des droits de l'homme, le pays de Robespierre, sauf que nous étions 24e l'an dernier, nous sommes 21e cette année. Quelle progression. Le tiercé gagnant, c'est la Norvège, premier, le Danemark, la Suède. Ces pays sont suivis par les Pays-Bas, la Finlande, l'Estonie, le Portugal. La Slovaquie, qui est tentée par l'extrême droite, on est en pleine actualité, est en 29e position, pas très loin de la France. Plus loin, on trouve l'Autriche, la Pologne, la Roumanie, en queue de classement, donc 176e, 177e et 178e position, l'Iran, la Corée du Sud, je crois que c'est la Corée du Nord, Ouais. je suis trompé, la Corée du Nord, et l'Afghanistan. D'une manière générale, RSF, je vous disais tout à l'heure, met en cause les pouvoirs politiques. Et il dit, dans son commentaire, l'association dit dans son commentaire, les États échouent à protéger le journalisme au niveau mondial, les autorités politiques menacent la liberté de la presse, alors qu'elles devraient en être les garants. Je dis encore, cela signifie qu'un nombre croissant d'États ne garantit pas au public une information fiable et indépendante, qu'elle remet parfois en cause le rôle des journalistes, voire instrumentalise les médias. RSF observe une détérioration préoccupante du soutien et du respect de l'autonomie des médias et un accroissement des pressions exercées par l'État ou d'autres acteurs politiques. Je parle de RSF, il n'y a pas que RSF, qui aurait pu être décrié à une certaine époque lorsque RSF était dirigé par Robert Ménard. Ça n'est plus le cas depuis longtemps. Mais il y a d'autres observateurs qui tirent les mêmes conclusions. Revenons à la situation en France. Depuis quelque temps, les réflexions se multiplient pour une meilleure presse et pour un retour à un vrai pluralisme. Parmi ces forces de proposition, il y a le Fonds pour une presse libre, le FPL, qui, dans un article récent, écrit ceci. La France se distingue des autres grandes démocraties européennes par la médiocrité de son système médiatique et l'installation de l'extrême droite au sein des médias de masse. Depuis 15 ans, le paysage médiatique français s'est radicalement transformé. C'est un article récent, ça date de quelques semaines. Si la demande d'information n'a jamais été aussi forte grâce à la révolution numérique, l'offre globale d'information, elle, n'a jamais été aussi faible, suscitant l'inquiétude grandissante de la profession représentée par ces sociétés de journalistes, ces syndicats, ces associations et ces collectifs. Alors moi, quand j'ai lu ça, j'ai bondi quand même. Je me dis tout de même, c'est pas possible. Le Fonds pour une presse libre, c'est quoi? C'est un organisme, un but non lucratif, une association en fait, qui se donne pour objet de défendre la liberté de l'information, le pluralisme de la presse et l'indépendance du journalisme. Dans sa présentation, il dit vouloir contribuer à la protection du droit de savoir et de la liberté de dire à l'heure de la révolution numérique. Promouvoir un journalisme d'intérêt public portant des valeurs humanistes au service du bien commun et de l'égalité des droits, du rejet des discriminations et du refus des injustices. Ça avance quand même un peu. Donc il travaille là-dessus. Ça veut dire qu'il y a de sacrés problèmes en général. Je ne remets absolument pas en cause les travaux de cette association qui d'ailleurs ne font que compléter pour l'adapter à notre époque ce que disait Robespierre il y a plus de 200 ans. Ce qui me choque dans ce texte, enfin ce qui me choquait au début, et puis après on réfléchit, c'est la comparaison de la France, comparaison défavorable, avec les démocraties européennes. De qui parle-t-on? On parle les trois du premier rang, et encore, ça n'est jamais aussi simple. À moins que l'auteur ne parle que de celle-là, moi je me souviens que le Club de la presse des Hauts-de-France. Le Club de la presse des Hauts-de-France est membre aussi des journalistes, de la fédération, je vais vous dire le terme exact, la fédération européenne, c'est ça, la fédération européenne des presse clubs, qui comprend de nombreuses associations de journalistes en Europe, et, allez savoir pourquoi, mais pourquoi pas, à Jérusalem. La présidence de cette fédération est tournante. Tous les ans, elle change de président. Et ça revient à l'un des clubs membres. Ce qui veut dire qu'en 2019, j'avais l'honneur d'être président de la Fédération européenne des presse clubs.
un an. Un an, je m'étais dit, on va faire plein de choses. Je vais les remuer, cela. Eh bien oui, mais on n'a pas le temps, ça passe trop vite, et puis nous avons tous beaucoup de travail, et c'est partout à travers le monde. Malgré tout, nous avons réussi à échanger sur la liberté de la presse en Europe. J'ai présidé une table ronde entre plusieurs représentants de ces clubs. Je peux vous dire que personne n'était heureux. C'est pour ça que je ne comprends pas, c'est cette phrase que je critique dans l'article que je citais tout à l'heure. À l'époque, la France était, donc en 2019, la France n'était pas au 21e ou au 24e rang, elle était au 32e rang. Ah, bien. Ben oui, de l'échelle sur la liberté de la presse. 32e rang mondial. Vous direz, elle fait des progrès. Mais en 2002, elle était au 11e rang. En 2002. Ailleurs, en Europe, rien non plus ne fonctionne. Mon homologue polonais, je me souviens de cette table ronde, Jarosław Włodarczyk, expliquait que 30 ans après la fin du RSS, la liberté de la presse en Pologne était menacée en raison d'un paysage médiatique très lié aux puissances économiques et en raison d'un pouvoir qui ne cessait de s'en prendre aux sources d'information des journalistes et n'hésitait pas à utiliser les institutions d'État dans des procédures civiles menées contre les journalistes. Les médias publics ont été rebaptisés médias nationaux. On ne dit plus presse publique, on dit presse nationale. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que les médias étaient transformés en médias de propagande pro-gouvernementale. Et ça n'empêchait pas le pouvoir d'exercer des pressions sur la presse indépendante. En Autriche, où le parti d'extrême droite, à l'époque, donc il y a 5 ans, FPO, avait intégré le gouvernement, avait intégré le gouvernement. Il est pas resté longtemps, il en a été éjecté suite à un scandale de corruption. Les attaques du pouvoir contre la presse se sont aussi accélérées. En Allemagne, où les droits de la presse sont garantis, pas de souci, eh bien l'extrême droite ne se gêne pas pour cibler les médias et la police accumule des données illégalement contre les médias. En Roumanie, on s'en est pris au dispositif anticorruption. Et puis, dans la France de 2019, la plupart des médias, vous vous rappelez ce qui se passait? La plupart des médias vivaient le choc des manifestations des Gilets jaunes et du média bashing, qui était alors, c'était pas simple, on se faisait très facilement agresser par les manifestants qui n'avaient plus aucune confiance en la presse et qui préféraient communiquer par eux-mêmes, et ça a donné lieu, ça s'est développé d'ailleurs depuis. Les journalistes étaient mis en cause, il y avait des menaces, il y avait parfois des passages à l'acte. On se souvient dans la région, je ne sais plus où c'était exactement, de l'incendie d'un local de la Voie du Nord. Ça n'est pas excusable, mais on peut comprendre aussi que là, les libertés de la presse, est-ce qu'on parle de liberté de la presse, de liberté d'expression, les Gilets jaunes, je ne vais pas revenir sur leur motivation, on voulait aux journalistes, on voulait à la presse, parce que pour eux, ils ne sont pas les seuls à le penser, les journalistes étaient complices du pouvoir central. Et ne voulaient pas les écouter. Ils n'étaient pas les seuls à agresser la presse. On les comprend, comme je viens de le dire. Mais il fallait aussi compter sur le rôle du nouveau président Emmanuel Macron, qui venait d'arriver. C'était terrible à l'époque. La presse a connu une période très chaude en matière de perquisition dans les rédactions, en matière de harcèlement judiciaire contre plusieurs journalistes, et puis une volonté claire de casser la communication entre l'Élysée et les journaux. À cette époque-là, c'était le règne de Sibeth Ndiaye, je crois que c'est ça, qui est devenu ministre par la suite, mais elle était porte-parole. Elle était porte-parole de l'Élysée, pas du gouvernement. Elle avait viré le bureau de presse de l'Élysée, de la cour de l'Élysée. Pas pour embêter les journalistes, hein, c'est parce qu'elle considérait qu'il n'était pas suffisamment confortable pour eux. Ah bon? Alors elle leur a demandé d'aller voir ailleurs. Évidemment, ils ne se sont pas laissés faire, les choses ont été rétablies. Vous voyez ce que ça veut dire? Les journalistes qui sont accrédités par les lycées, on ne peut pas y aller comme ça, il faut être accrédité. Nous en avons un ici, qui est dans la région, Julien Levivier. Levivier, c'est ça, journaliste de la Voie du Nord qui est à Paris. Évidemment, il est accrédité à l'Élysée pour poursuivre l'actualité. Si vous êtes dans la cour de l'Élysée, si vous avez votre bureau là-bas, vous êtes quelques-uns, ils ne sont pas non plus des centaines, ni des dizaines, hein. Vous voyez tout ce qui se passe, vous voyez les délégations arriver, les délégations étrangères, les syndicats, etc. Vous voyez tout. Vous êtes journaliste. Quand vous voyez, ben forcément vous voulez aller plus loin.
on ne peut pas vous cacher grand-chose. Vous allez aller poser des questions. Si on vous envoie balader, ben vous allez revenir à la charge. Il n'y a pas que des journalistes tout quand même. Eh bien, en les virant de la cour de l'Élysée, et en les mettant je ne sais où, d'ailleurs, c'était assez incroyable, c'était une petite rue un peu plus loin, ils ne pouvaient plus rien voir. Donc, ils perdaient une source d'information. Et ça, c'était le travail de l'équipe Macron, début du premier quinquennat. Bon, il s'est rendu compte que c'était l'époque de Faure, hein, Sylvain Faure, je crois, c'était les Macron Boys, en fait, au beurre, puisque Sylvain Tenia était à la tête de... Ils se revendiquaient, ils étaient très fiers de ce qu'ils faisaient, et franchement, la presse, c'était pas leur tasse de thé, c'était pas leur priorité, c'était plutôt des adversaires. Alors aujourd'hui, est-ce que nous sommes vraiment à la remorque de la liberté de la presse? Moi, ça me fait quand même mal au cœur de voir dire des choses pareilles. On a plutôt l'habitude de ce qui se passe à l'étranger. Et là, j'ai cité les pays européens. Vous savez que c'est bien pire. Vous avez vu, alors dans les pays africains, les pays du Maghreb, c'est terrible. Je connais bien la presse. J'ai bien connu et j'ai travaillé pour la presse algérienne, El Watan notamment. C'était terrible. Je suis allé là-bas à l'époque où les islamistes tiraient sur les journalistes, quand ils les découpaient pas en morceaux. Et puis le pouvoir, il les mettait en prison, ou il les harcelait, en condamnant les journaux à des peines d'amende très fortes, en leur retirant la publicité d'État, ce qu'on appellerait ici les annonces légales par exemple, ou les publicités contre la cigarette, des choses comme ça. Ça, ce sont des sources de revenus qui, quand elles tombent, font très mal aux journaux. Ça existe ici, hein. Mais ça existe en premier lieu dans ces pays-là. On ne voit que cela. On est trop limité si on ne voit que cela. Eh bien, c'est ce que vient de faire, je fais une petite parenthèse, c'est ce que vient de faire le gouvernement de M. Netanyahou en Israël contre le journal, le seul journal qui n'est pas de gauche ou d'extrême gauche comme on le dit tout le temps. C'est pas vrai, c'est plutôt un journal libéral, sur le plan économique en tout cas, vachement libéral. Voilà, il ferait rougir Macron de plaisir. Comment je vais dire, ils ont appliqué cela parce que ce journal, Haaretz, prend position depuis longtemps contre le colonialisme. Donc le colonialisme en Palestine, bien évidemment, il s'élève contre les colons, donc il continue à s'installer. Et puis, c'est le seul journal israélien qui possède, le mot est mal choisi, dont une des journalistes est installée à Ramallah. C'est la seule journaliste israélienne. Donc elle rend compte, oui, mais, parlait d'état de guerre tout à l'heure. C'est une guerre, c'est pas une guerre, ça dépend. Attention, je fais très attention, sinon je vais tout de suite sortir d'ici avec une auréole d'antisémite. Je ne peux rien dire. Bon, je plaisante. Donc elle écrit, elle n'est pas seule, il y en a un autre qui est en Israël, au siège, je crois que c'était Tel Aviv le siège. Ça fait longtemps que ce journal est dans le collimateur du pouvoir de Netanyahou, qui est là depuis longtemps quand même, et puis de ses ministres d'extrême droite, clairement revendiqués. Et donc, on a sifflé l'arrêt de la récréation en retirant les moyens financiers, la publicité d'État, et ils n'ont plus qu'à s'attaquer. Alors ils ont une imprimerie à eux, je suppose. En Algérie, ils avaient un autre truc, c'était les imprimeries appartenant à l'État, mais ils n'imprimaient plus les journaux. Si, ils les imprimaient, à condition que les journaux payent leurs dettes, ils étaient tous très embêtés. Et les banques, c'était des banques d'État. Vous voyez un peu le truc? Donc ils s'en sortaient pas. Ou alors c'était des procès. Et quand ils payaient leur procès, ils ont tué des journaux comme ça, comme La Tribune, qui était un journal que moi personnellement j'appréciais peu, c'était un journal de droite, comme on dirait ici, même très à droite, mais avec des journalistes très très compétents. Ils l'ont tué de cette façon-là. Mais ils ont démoli aussi le journal Le Matin, qui était un journal progressiste, en mettant son patron en prison pendant quelques années. Et en lui bouillant la santé d'ailleurs, entre parenthèses. Hein. Et bon, eh bien ici, on n'est pas loin de ce genre de méthode. Simplement, l'arme, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et quand on regarde la presse, le paysage de la presse, il y a des aides à la presse. Je suis en train de m'évader de mon discours, mais c'est pas grave. Il y a des aides à la presse, bien évidemment. Vous savez où elles vont, les aides à la presse? Vous savez qui reçoit le plus? Les aides d'État. Hein. Le Monde,
le Nouvel Obs, le Figaro, etc., etc. Voilà. Liberté Hebdo, pour lequel j'ai travaillé jusqu'à l'année passée, jusqu'en 2023, oui c'est ça, n'avait pas ces aides. Les petits journaux n'ont pas ces aides. La Croix du Nord n'a pas ces aides. La plupart des journaux à petit tirage ne bénéficient pas de ces aides. Si, elles ont des aides, des aides postales évidemment. Elles ont des facilités, c'est-à-dire qu'elles ne payent pas le plein tarif. Vous vous rendez compte, pour envoyer les journaux papier, là on est laminé tout de suite. C'est en discussion ça. Oui, c'est en discussion. Bien sûr que oui. Ça va être mis en cause. Ouais, pour ça, bien sûr. Mais en tout cas, les autres aides, elles ne les avaient pas. Donc les aides vont toujours aux journaux à gros tirage. Donc voilà comment on peut aussi démolir la presse et donc la liberté de la presse. Et donc on s'attaque à qui? À vous, à nous tous, puisque ça met en cause la liberté d'informer et donc d'être informé. C'est ça la liberté de la presse également. Si je cite l'historien de la presse Alexis Lévrier, il y a 5 ans, donc en 2019, il estimait que la Ve République était un régime qui a déplacé le curseur vers davantage de contrôle de la presse. Il n'en démord pas. Il a publié depuis, c'était en 2021, un livre intitulé « Jupiter et Mercure, le pouvoir présidentiel face à la presse ». Vous avez deviné qui est Jupiter. On y apprend que celui que l'on a présenté comme l'homme d'un nouveau monde, donc Emmanuel Macron, qui voulait faire différemment, qui devait rompre avec les pratiques anciennes, est devenu un président jupitérien. Il a certes cherché à corriger, à faire oublier ses erreurs du début, comme je le disais tout à l'heure, mais il n'a pu s'empêcher de marquer de son empreinte des textes de loi concernant la presse. Il y a un truc qui l'a beaucoup ému pendant la campagne présidentielle, la première, en premier quinquennat, c'est les fake news qui l'ont affecté. Et qui ont affecté Brigitte Macron également. Je ne suis pas sûr. Voilà. Bon. Donc, ça l'avait beaucoup affecté. Donc, il a voulu faire une loi contre ces fausses informations ou ces infox, si vous préférez. C'est vrai que ces fausses informations sont une véritable plaie pour l'information. Mais il n'avait pas besoin de faire une loi. C'était inutile. C'était inutile. Plus vous faites de lois, pire c'est, et plus vous risquez de restreigner la liberté. C'est toujours le côté sombre de l'histoire. Pourquoi il n'avait pas besoin de le faire? J'ai cité le texte fondamental tout à l'heure, c'est la loi de 1880. Elle prévoyait déjà. Ouais. Elle prévoyait déjà. Article 27 de la loi de 1881. La publication, la diffusion ou la reproduction par quelque moyen que ce soit, de fausses nouvelles, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers sera condamnable et condamnable. Donc pour Alexis Lévrier, l'usage en pareil cas, c'est d'aménager le dispositif législatif qui existe en l'adaptant à l'évolution des médias et des pratiques culturelles. Je cite cet historien des médias. En choisissant de créer un texte entièrement nouveau, le président et sa majorité ont donc pris le risque de complexifier inutilement le droit de la presse. En outre, la loi est difficilement applicable, celle qu'il a citée à prendre. Elle est difficilement applicable parce qu'on parle de fausses informations, on parle des réseaux sociaux, mais allez chercher la source, la véritable source des fausses informations. C'est comme si vous cherchiez la source d'une rumeur. Oui, exactement. Vous la trouverez pas. Ouais. Et là, la loi Macron, il y a 48 heures pour la trouver. Voilà. Il faut des années et encore. Il fait tout vite, lui. Donc voilà. Donc c'est une véritable gageure impossible. Bah. Donc voilà, les présidents et les ministres d'ailleurs de la Ve République ne peuvent s'empêcher de regarder la presse avec inquiétude et de tenter de maîtriser. Ce qui s'est passé ensuite est autrement plus grave. Notamment, je parle de Macron, quinquennat 1 et quinquennat 2, notamment qu'il a voulu maîtriser la place des journalistes, je le disais tout à l'heure, dans les manifestations, la loi sécurité, et tout ça soutenu, évidemment voulu, par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui
voulait conduire des journalistes récalcitrants en garde à vue. Évidemment, il adore la presse. Hein. Si on lui pose la question, il va dire qu'il adore la presse, mais il faut faire attention à nous, quoi. C'est de notre faute. La plupart des présidents ont essayé effectivement de maîtriser. Peut-être que... Alors, François Mitterrand, qui passait pour être cool par rapport à la presse, c'est pas vrai. Je ne sais pas si vous aviez déjà eu l'occasion, ça remonte très très loin, et c'était encore de son vivant en plus. Il a été filmé, il a reçu une équipe de la télévision belge, de la RTBF, qui lui a posé la question de la surveillance, la question des micros. Est-ce que vous avez installé des micros? Je ne sais plus où c'était. Je ne sais pas si vous voyez la stature du président Mitterrand. Il ne fallait pas le chercher. Oui, tout à fait. Ouais. C'était comme De Gaulle, quoi. Il ne fallait pas le chercher. Il n'avait pas besoin de parler pour impressionner tout le monde. Glacial. Je ne suis pas là pour répondre à cette question. Oui, mais les journalistes, ce sont journalistes, ils sont belges, ils sont journalistes. Ils reposent la question. Il repose une troisième fois la question. Il se lève, il retire son micro, il s'en va. Voilà. Et tout ça filmé. Et ça a été diffusé. François Hollande a essayé d'être de faire plus attention. Mais François Hollande, c'est un ancien journaliste, on l'oublie tout le temps. Donc et lui c'est le contraire, il était trop proche des journalistes. Il leur faisait des confidences. Ça a donné lieu à ce livre des journalistes du monde. Un président ne devrait pas dire ça. Il a livré trop de choses. Ça ne l'a pas empêché, n'empêche, d'être confronté. C'est l'épisode du scooter, ça. Oui, oui. Quand il allait voir, j'oublie son prénom, Madame Gaillet. Bon, il n'a pas porté plainte. Mais comment s'appelle-t-elle? Julie Gaillet. Julie Gaillet, elle l'a fait. Elle l'a fait. Alors, bon voilà. Sécurité nationale, lutte antiterroriste, ça sert beaucoup à... Vous me dites si je fais trop long. Hein, vous m'arrêtez. Non, c'est bien. Parmi les cas les plus récents, pour concrétiser un peu tout cela, je pense à la journaliste Anne Lavrieux. Elle est journaliste pour un site d'investigation qui s'appelle Disclose. Dans quelques semaines, au mois de janvier, le 17, elle est convoquée au tribunal de Paris, qui va certainement lui signifier sa mise en examen. C'est une histoire qui dure depuis l'année passée. Elle risque, c'était dans l'Humanité d'hier. C'est une brève, mais enfin, on pouvait pas. C'est important de l'avoir signalé. Elle risque jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende pour appropriation et divulgation d'un secret de la défense nationale. 5 ans de prison, ça refroidit un peu. Hein. Et 75 000 € d'amende, si j'étais dans ce cas-là, je ne sais pas comment je ferais. Vous pouvez me prévenir? Non. L'an dernier, donc c'était il y a 15 mois, ça s'est passé en septembre 2023. Elle avait été mise, cette journaliste, Anne Lavrieux, elle avait été mise en garde à vue pendant 39 heures, et on est allé la chercher chez elle, et son domicile avait été perquisitionné par des policiers de la DGSI, c'est-à-dire la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, c'est la lutte antiterroriste. Ce qu'on lui reproche, eh bien une enquête journalistique pour le compte donc, du site Disclose, qui révélait une opération militaire secrète de la défense en Égypte, ayant conduit à l'exécution arbitraire de centaines de civils égyptiens. Le tout sur fond de vente d'armes. On se demande d'où venaient les armes. Le SNJ, le syndicat national des journalistes, s'était indigné et il demande de renforcer la loi de 2010 sur le secret des sources des journalistes, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Si on met une journaliste ou un journaliste en garde à vue, c'est pour le faire causer. C'est pour qu'il se mette à table. Et généralement, ils ne veulent pas causer, mais ils finissent parfois. Je me souviens d'un cas, je ne me souviens plus du nom de ce journaliste, et c'est important, il avait été lui arrêté chez lui devant ses enfants, sur le coup de 6 h du matin, je ne sais plus quel était le cas, pareil, on a voulu le faire parler, il a résisté, et à la fin la pression était tellement forte qu'il a négocié, il a parlé. C'était un pigiste, journaliste pigiste, il avait publié une page dans le Monde, pour son enquête, une page dans le Monde. J'essaie de réfléchir, une page, allez, on va dire 5 feuillets, ça a dû lui ramener à l'époque 300 €. C'est tout. En salaire, quand même, 300 €. Il faut en faire hein, pour gagner sa vie. Et c'est plutôt à des gens comme ça qu'on s'attaque.
des gens qui sont non pas indépendants, mais qui ne dépendent pas d'un ou d'un seul journal et qui vivent à la pige. Donc ils sont payés à l'article. Ils ne sont pas défendus par le journal. Ils sont pas... Si, en principe. En principe. Non, non. Si, les syndicats vont peut-être bouger. Mais... Ah, les syndicats, voilà. ouais. Là, en tout cas, il a pas été défendu. Donc, pareil, dans la même lignée, quelques heures après la garde à vue, donc en septembre dernier, 2023, de cette journaliste, le journal Libération faisait savoir, c'était le 21 septembre, il faisait connaître la convocation de 3 de ces journalistes qui ont été entendus en audition libre par la police judiciaire de Lille, pas loin d'ici. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils avaient publié une série d'articles sur la mort d'un jeune Roubaisien qui avait été tué par un policier. Dans leurs articles, les journalistes soulignent les manquements de l'IGPN et de la juge d'instruction. Pas bien ça. Donc ils ont été entendus. La Société des journalistes et du personnel, et puis la direction de Libération, là ils ont quand même bougé, ils ont vu une nouvelle tentative d'intimidation dans la foulée, ça arrivait dans la foulée de la perquisition et de la mise en cause de Madame Lavrieux. D'après Libération, les reporters, ils s'appellent Ismaël Alissat et Fabien Lebouc, et puis ils étaient 3, oui, Antoine Scherer, et ils ont été convoqués dans la semaine pour être entendus en tant que suspects sous le régime de l'audition libre par la brigade criminelle de la police judiciaire de Lille. Le parquet a notamment retenu contre ces 3 journalistes les motifs d'infraction, de violation du secret de l'instruction. Voilà, c'est le pendant du secret des sources, et puis recel de violation du secret de l'instruction, diffamation publique à raison de la fonction ou de la qualité de dépositaire de l'autorité publique. Ben oui, ils avaient mis en cause l'IGPN et la juge d'instruction. L'IGPN, c'est l'inspection générale de la police nationale, la police des polices. Et puis la juge d'instruction, donc. Ensuite, il y a des sites d'information comme Mediapart et Mediacité. Ouais. Mediapart, Paris, Edwige Plenel, bon, il a passé la main. Mediacité, c'est ici et dans d'autres villes de France. Il a commencé à Lille, dans la région du Nord. C'est Jacques Tranceau, un ancien de l'Express, qui est parti parce qu'il en avait marre. Il ne voulait pas être sous la coupe de celui qui a pris l'Express, à des milliardaires que je citais tout à l'heure. Et il a créé Mediacité, ça fait déjà une dizaine d'années. Ils ont du mal, mais ils s'en sortent. Et sur quoi ils sont spécialisés? Ben, sur l'investigation. Il y a quelques années, on disait encore que le journalisme d'enquête, ça n'était plus possible parce que ça coûte trop cher, ça prend trop de temps. Et de toute façon, les gens n'ont pas envie de lire, c'est trop long. Ils préfèrent les articles courts, 3000 signes. C'est-à-dire, bon, c'est l'article classique que vous lisez dans les éditions régionales de tous les quotidiens régionaux, finalement. Bon, ça a donné lieu à la naissance de la revue 21. Ça, le Code de la presse a distingué un article il n'y a pas très longtemps qui mettait pas en cause, qui révélait comment un élu de la métropole lilloise, je crois que c'est avant-hier, avait trouvé le moyen de s'enrichir grâce... C'était pas l'élu, c'était pas un élu, il était complice. Non, il était... Il était responsable d'un centre social. Oui, c'est ça. Comment elle avait réussi à tricher déjà sur ses diplômes et puis à s'en mettre plein la poche. Bon, avec un salaire de 9 000 € par mois. Très bien, c'est tout à fait ça. Il avait mis dans sa poche 500 000 € et je connais son avocat. Son avocat m'a dit, il a 50 ans, s'il fait ça à 50 ans, il a dû le faire avant. Je ne dirais pas où il travaillait avant. Il travaillait à Lille, oui. Chez Martine Aubry. Voilà. Il travaillait à Lille, à l'édition. Voilà. Cet article révèle donc tout cela dans le détail. Ça fait 50 000 signes. Hein. C'est-à-dire à peu près 16, 17 fois plus long qu'un article dit classique. J'ai un autre cas, hein, je ne sais pas si j'ai le droit de citer son nom, mais tant pis pour moi. Je pense à une députée de la région, Violette Spielbout, qui, en tant que députée, s'intéresse beaucoup à la presse et travaille beaucoup à l'éducation aux médias pour les jeunes. Et c'est vrai, elle a raison. On fait ça, nous, au Club de la presse, nous ne sommes pas les seuls, c'est un terrain qui est devenu très concurrentiel, vous parlez. Si on intéresse, la radio, ici PFM, c'est ça, c'est PFM, fait de l'éducation média, en faisant venir des jeunes à la radio, en les faisant travailler. Nous sommes nombreux à faire cela, parce que si les jeunes voient comment ça fonctionne,
s'intéressent et font et travaillent réellement, ils auront une autre vue sur la presse et donc sur l'importance de la liberté de la presse. Et n'auront pas des vues tronquées en disant les journalistes sont tous pareils, tous pourris, tous du côté du pouvoir, quel que soit le pouvoir d'ailleurs. Donc elle fait de l'éducation aux médias et ce faisant, elle attaque le patron de Médiacité, Jacques Trotzot, qui faisait une enquête sur elle. C'est allée au tribunal, elle l'a attaqué pour diffamation, elle a perdu, en tout cas elle n'a pas gagné, elle a été déboutée en premier appel et en appel. Elle a dû payer, les frais de justice, voilà, et donc c'est je ne sais quoi. Je défends la liberté de la presse, mais j'attaque la presse quand ça ne m'arrange pas. Sous prétexte que c'était des attaques personnelles. Et dans son travail d'éducation aux médias, que fait-elle? Elle invite des patrons de presse, mais pas n'importe lesquels. Et elle invite aussi, notamment, un certain monsieur Lejeune, ancien patron, ancien rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, extrême droite, devenu rédacteur en chef du JDD, au grand dam des journalistes du JDD, et elle l'invite, faisant le jeu de l'extrême droite, c'est ce qu'on lui reproche, et elle dit non, pas du tout. Moi je suis pour le pluralisme, j'invite tout le monde. Là voyons, on est en plein dans l'actualité, avec effectivement, la question m'a été posée tout à l'heure par PFM, une extrême droitisation de la presse, aussi bien, on pense souvent à la télévision, à CNews, à C8, etc., mais c'est vrai aussi dans la presse papier. Voilà. Alors, Madame Spielbout appartient à la majorité présidentielle et elle se réfugie toujours derrière son panache de dame qui défend la presse. Moi, j'ai pas eu affaire à elle, j'ai eu affaire à un certain Olivier Spielbout, c'est son mari, à propos d'une exposition organisée à la mairie de Lille, qui avait censuré des photos parce qu'elle montrait les atrocités déjà à l'époque, c'était il y a 20 ans, les atrocités qui se passaient en Palestine. Il ne fallait pas montrer, donc censure. Je crois que j'étais déjà président du club de la presse. J'ai regardé les photos d'abord, j'ai demandé à les voir, et j'ai organisé une exposition avec ces photos en particulier au club de la presse, avec un débat. Quelques semaines plus tard, je recevais le journal La Tribune Juive, où mon épouse, qui est directrice du club de la presse, à l'époque elle était déjà directrice, mon épouse et moi étions traités d'antisémites, évidemment. Ce journal nous a été envoyé par une personne qui disait « Je suis juif, je n'approuve pas cette méthode, je sais que vous n'êtes pas antisémite. » Ce sont tous les groupes de presse en France. On est en France. Toutes les flèches, là, ce sont toutes les interactions entre les grands groupes. Et ça continue. Hein. On continue à racheter. Marianne est en passe d'être racheté. Bon, celui qui voulait le racheter, plutôt extrême droite, il a renoncé. La Croix, c'est le même patron. Non, ils ont la Croix nationale. Pardon? Les Bayard Presse. Oui, c'est Bayard Presse, bien sûr. Ils ont les mêmes soucis. Un groupe de ces milliardaires, qui sont tous ici, hein, un groupe de ces milliardaires, comment je vais dire, rachète l'école supérieure de journalisme de Paris, certainement pas celle de Lille, celle de Paris, qui se prétend être la plus ancienne école. Je ne sais pas vérifier, je crois que la plus ancienne c'est celle de Lille, 1924, je ne vois pas comment on peut faire plus vieux. Bon, mais peu importe, pourquoi racheter des écoles de journalisme? C'est pas que ça va leur rapporter de l'argent, c'est qu'ils forment les élites journalistiques de demain.